Bonjour pour cette nouvelle vidéo pour parler de coaching, d'agilité, de bien-être. J'avais envie de faire cette vidéo qui concerne la sécurité psychologique puisque on en a parlé un petit peu à différents moments pour parler de spirale, de comportement, etc. Et on m'a demandé de faire quelque chose d'un peu plus détaillé qui puisse servir au quotidien. Donc voilà, je me prête à l'exercice. Euh, alors déjà, la sécurité psychologique, comment on détecte qu'il y a un problème de sécurité psychologique en fait. Ben, c'est des endroits où vous verrez que euh, les gens ont du mal à s'exprimer, à prendre la parole, à dire ce qu'ils pensent, où on a une culture souvent où on pointe du doigt. D'accord, l'erreur est interdite. Euh, on ne pose pas de questions parce qu'on considère que c'est idiot. Voilà. Quand il y a des nouvelles idées, voilà, pas qu'on se fasse frapper dessus, mais tout de suite on ramène au fait que il faut pas faire différemment parce que voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et du coup, voilà, les gens ont du mal à demander de l'aide. Euh, on va essayer de cacher ses erreurs en parlant d'autre chose ou voilà. Il y a beaucoup de comportements d'autoprotection finalement. Et on a souvent des gens qui portent un masque, hein, une sorte de masque social, euh, et parfois des comportements où les gens se referment sur eux et sont isolés en fait. Donc tout ça, c'est des indicateurs hein, qui peuvent vous aider. Moi, je sais que dans des endroits qui sont plutôt en spirale dynamique à un niveau bleu, c'est aussi comme ça que je détecte qu'on est dans un niveau bleu, c'est-à-dire qu'il y a une forme de conformisme qui fait qu'on a peur de la désobéissance et donc on ne s'exprime pas quoi. Donc ça fait partie d'un tout. Et pour autant, voilà, il y a aussi des endroits où il y a un problème de sécurité psychologique parce il y a un historique, etc. Donc je pense que ça vaut le coup d'apprendre à voir comment on peut poser ça. Euh, C'était intéressant aussi parce que un jour j'ai posé ce constat de dire bah, effectivement dans ton équipe euh, tu as un problème de sécurité psychologique, les gens finalement ils osent pas exprimer, ils osent pas dire vraiment quels sont les vrais problèmes, etc. Et la personne en face de moi m'a dit oui mais je sais pas faire. Et puis j'ai pas le pouvoir pour ça, je ne peux pas quelque part. Forme d'impuissance. C'était intéressant parce que du coup ça montrait un petit peu aussi que la personne contribuait au système en fait. C'est-à-dire qu'elle était tellement dans ce système d'insécurité qu'elle-même elle prenait, elle absorbait en fait cette insécurité, hein, puisque comme nous sommes dans un groupe, un collectif, etc., euh, on va avoir tendance à se soumettre aux règles, à la nature du groupe en fait. De manière complètement inconsciente, hein, bien sûr. Et parfois c'est plus ou moins difficile parce que voilà, on est à des niveaux plus ou moins différents, mais voilà, là je ressentais que cette personne avait finalement cette peur aussi de faire changer les choses et d'essayer des nouvelles choses qui font pas partie des pratiques en fait. Je trouvais ça aussi intéressant à poser, c'est-à-dire que des fois vous savez qu'il y a un problème psychologique et vous n'allez pas oser y aller parce que vous-même vous êtes dans ce mélange de peur, d'angoisse, etc. Et, euh, et je pense que tout le monde peut contribuer à améliorer la sécurité psychologique. Ok. Et il y a des choses qui sont très très simples. Alors, la littérature est bon. J'ai vu beaucoup d'articles qui sont très généraux sur le fait de dire que quels sont les apports d'avoir une équipe en sécurité psychologique. Et finalement, il y a assez peu de littérature sur comment je fais pour amener cette sécurité psychologique et quels sont tous les petits pas que je pourrais faire pour aider tout ça. Euh, J'en avais parlé un petit peu, mais globalement, euh, pour apporter cette sécurité psychologique, euh,
on va essayer de toucher un petit peu à tout ce qui est émotion, expression libre, et de poser une bienveillance autour de ça. Je reste très général, mais on va aller sur des choses très pratiques après. Mais c'est un peu l'idée. D'accord. Euh, alors, comment on apporte ça? Et je pense que un certain nombre de coachs le font un petit peu sans le savoir. En tout cas, euh, ils le font parce qu'ils trouvent que c'est sympa, etc. Et il n'y a pas forcément le but qui est associé. Voilà, c'est peut-être des choses qu'ils ont appris par ailleurs. Ils se sont dit, tiens, je vais l'appliquer. Euh, Par exemple, quand vous commencez une réunion par un tour d'inclusion, ça c'est une bonne manière de commencer à mettre en place la sécurité psychologique. C'est-à-dire que vous donnez un temps à chacun pour s'exprimer sur son état, par exemple, hein, sur son humeur, sur son émotion du moment. Donc vous voyez à quel niveau vous pouvez agir. Hein. C'est pas toujours facile de parler émotion et les gens ne sont pas toujours alphabétisés. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas toujours le vocabulaire des émotions, hein, tout simplement. Euh, Est-ce que... Et dans ces cas-là, pour faciliter, hein, vous avez tout un tas de jeux de cartes qui existent avec des émotions. Hein, et vous pouvez les mettre sur la table ou des cartes Dixit. Hein, ça peut être aussi une manière euh, de s'approprier une matière d'expression. Donc je vous encourage à faire ça. Dans un premier temps, ça peut être facilitant. D'accord. Mais en tous les cas, vous voyez, vous posez un instant pour chacun, qui est très court, mais voilà. Et dans votre rôle, il faut être très attentif à ce que la bienveillance prévaut. C'est-à-dire que chacun a le droit de s'exprimer sans avoir de moquerie, de jugement ou de commentaires de la part des autres. Donc soyez très vigilant à ce que l'instant de chacun soit celui de la personne et pas ceux du groupe ou de personnes qui sont un peu dominantes. Et effectivement, les premières fois sont généralement un peu maladroites, mais si vous réussissez à ritualiser ça, au fur et à mesure, ça va prendre de toute manière. Les gens vont se sentir plus à l'aise avec ça et ils vont commencer vraiment à pouvoir exprimer où ils en sont émotionnellement, etc. Et ils auront trouvé un cadre de liberté et de sécurité auprès de l'équipe. D'accord. Donc ça, c'est une première étape qui est vraiment toute simple. D'accord. Qui n'apporte pas non plus quelque chose de phénoménal, mais c'est un premier pas qui est vraiment simple à mettre en œuvre et qui va aider à contribuer. D'accord. Après, il y a plein d'autres choses. Hein. Donc de la même manière, le tour de clôture, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant, d'accord, qui permet de vérifier l'accord des participants par rapport à ce qui a été dit pendant la réunion, parce que parfois on n'a pas osé parler pendant la réunion pour différentes choses, donc ça peut être une manière aussi de remettre voilà, quelque chose sur le tapis, pas forcément de redéclencher des discussions, mais pour vous, ça peut être un moyen d'attention, de vous dire, ah, cette personne-là n'a pas été complètement satisfaite, peut-être que la prochaine fois en réunion, ben, j'essaierai de lui donner la main, etc., etc. Et de voir qu'effectivement, ce que la personne a pu dire en fin de réunion a été pris en compte. Voilà, ça va amener aussi un cercle vertueux pour se dire, ben, quand je dis quelque chose, finalement, c'est écouté. Et j'ai le droit de dire quelque chose, en fait. Hein, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc il y a ce côté vérifier que finalement on a été en accord avec la réunion, vérifier aussi l'état émotionnel voilà, des personnes à la fin de la réunion. Hein. Ça peut être intéressant aussi que chacun prenne conscience des impacts de ce qui s'est dit et ce qui s'est fait pendant la réunion sur chacun. Ça c'est un tout petit peu plus compliqué, mais ça vaut le coup d'essayer. Et puis encore une fois, vous qui êtes plutôt en posture méta et en retrait par rapport à la réunion, hein, hors la facilitation, ça vous donne des éléments sur lesquels vous pouvez ensuite vous appuyer, peut-être pour faire des débriefs personnalisés avec les gens, etc. Dire, bah, tu vois, finalement, quand tu as dit ça, c'était hyper impactant, et peut-être que la prochaine fois, bah, notamment dans des accompagnements managers hein, qui font des réunions d'équipe, etc. Ça peut être vraiment des choses très très intéressantes à utiliser pour effectivement changer la posture. Je pense qu'effectivement il y a plusieurs
Alors je le dis en réfléchissant, là je vous défile à quelques trucs, mais je pense qu'il y a plusieurs considérations. En fait, euh, j'accompagne les managers dans un changement de posture euh, pour notamment mettre en place de la sécurité psychologique. Et j'accompagne une équipe qui n'arrive pas à bien fonctionner parce qu'il manque de sécurité psychologique. Donc je reviendrai sur ces deux aspects, mais ça peut être intéressant de prendre ça. Euh, dans les réunions, pareil, vous pouvez aussi faire des tours de parole pour segmenter. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on retrouve finalement en rétrospective, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, on donne un temps de parole à chacun pour pouvoir exprimer ses zones de confort, ses zones d'inconfort, en toute liberté, sans interruption, etc. etc. Donc les tours de rôle, alors ça dépend des réunions parce qu'il y a des moments où ça s'y prête pas. Euh, Quand vous faites un brainstorming ou des prises de décision, peut-être que le tour de parole n'est pas approprié, mais en tout cas c'est aussi une manière de dire je t'octroie un temps à toi, fais-en ce que tu veux, et puis voilà, à force d'habitude, la personne va réussir à utiliser cet espace pour en faire quelque chose. D'accord. Donc le tour de parole, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez simple, mais toujours pareil, soyez vigilant dans votre posture à que la personne ait bien ce temps pour elle, quoi. Ok. Donc peut-être qu'au départ, elle va passer la main assez rapidement, et puis au fur et à mesure, bah, comme elle sait qu'elle a un temps de parole, eh ben, elle va pouvoir l'utiliser. Dans la sécurité psychologique aussi, dans les trucs simples aussi à mettre en œuvre, c'est d'être vigilant au fait que les gens ne soient pas interrompus. D'accord. C'est-à-dire qu'ils puissent exprimer du début à la fin leurs idées euh, sans avoir de remarques, de jugements, de contre-propositions, etc., etc. D'accord. Ça doit venir après. D'accord. Donc, quand quelqu'un a besoin de s'exprimer, il faut qu'il s'exprime. Ok. Donc, à un moment donné, quand ça bouge, tout ça, bien sûr, vous pouvez faire de la reformulation, etc. Mais c'est quand même intéressant de sortir du monopole de certains qui sont un peu des mercenaires farouches, je serais tenté de dire. Hein, on sait, généralement, il y a 20% des gens qui monopolisent 80% du temps de parole. Voilà, c'est aussi d'essayer d'extraire ce temps de parole de ces gens-là pour les redonner aux personnes qui ont besoin de s'exprimer aussi. D'accord. Et redonner une forme un peu égalitaire d'équité dans le temps de parole. Alors, pareil, en y pensant, vous voyez, sont des pensées, si on reprend la spirale dynamique, qui sont très dans le vert. D'accord. Égalité, équité, etc., etc. Si vous avez des gens qui sont plutôt dans un environnement bleu, ça va pas du tout leur parler. D'accord. Et eux, ils auront besoin d'aller plutôt vers quelque chose qui est plus orange et qui va leur apporter quelque chose. Donc, voilà, soyez attentifs à ça aussi, vous dire finalement qu'est-ce que je donne à ces personnes-là en fonction du niveau dans lequel ils sont. D'accord. Si vous êtes plutôt dans un environnement orange, vous apportez la sécurité psychologique, amener de l'équité et de l'égalité, ça peut faire sens en fait, et ça conduit à une vraie transformation. Quand vous êtes plutôt dans un mouvement bleu d'équipe, apporter de l'égalité et de l'équité, je pense que ça fera pas sens en fait. D'accord. Donc ce ne sont pas des choses sur lesquelles il faut se concentrer, plutôt se concentrer sur liberté individuelle, capacité à s'exprimer, ce genre de choses en fait. Ok. Puisque le bleu est collectif, le orange est individuel, donc si vous voulez monter d'un niveau, effectivement, il va falloir aller vers l'individuel. Je reviendrai dans une autre vidéo sur l'adéquation des solutions vis-à-vis des gens avec qui vous travaillez. Un sujet qui est plus compliqué à mettre en œuvre, c'est... moi j'aime bien l'expression hippopotame, même si ça m'a valu les foudres de certains, mais d'autres utiliseront l'éléphant. J'aime bien l'image de l'hippopotame parce que l'hippopotame, en fait, il est souvent en dessous de l'eau, malgré sa masse. Et on s'aperçoit pas de lui, quoi. On s'aperçoit pas qu'il est gros et volumineux, hein, puisqu'il est plutôt agile dans l'eau et puis tout se passe bien. Mais à un moment donné, voilà, quand il sort de l'eau et qu'il se met en furie, ça peut tout casser, quoi. Donc, moi j'aime bien prendre l'hippopotame et le mettre sur la table.
D'accord. Arrêter les ragots de couloir, les discussions à un, les gros mêlements, etc. Et puis dire, bah ouais, ok, j'ai tout ça qui est sous l'eau là, ça bouillonne, et je vais le mettre sur la table. Donc c'est le sujet de se dire à un moment donné, on arrête de faire semblant qu'il n'y a pas de problème, et puis de discuter d'autres choses qui sont des problèmes mineurs, et de prendre l'hippopotame, et pouf, allez, on met sur la table, on le tricote pour une fois pour toutes, on va le triturer, on va le découper, et puis on va voir ce qu'on en fait, mais on arrête de faire semblant que voilà, il n'y a rien qui se passe à côté, il y a des vrais sujets à traiter, quoi. Et ça, peut-être qu'au début, vous aurez besoin de le faire, parce que, au vu de l'insécurité, il est probable que personne n'ose parler du vrai problème, en fait. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut dire, oui, mais là, je sens quelque chose d'un peu gros, et j'aimerais qu'on en discute, quoi. Et il est possible que les gens disent, non, 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 tout va bien. Et là, il faudra un petit peu de force pour dire, non, non, il y a un vrai sujet et il faut le poser, et ça régulièrement, quoi. Tout à l'heure, je parlais de rétrospective, effectivement, c'est aussi un lieu où j'ai vu que euh, les gens apprenaient à être à l'aise dans le fait de remonter des problèmes, des difficultés, des mal-être, etc. etc. Et parfois, ils attendaient même la rétrospective avec impatience pour pouvoir faire tout ça, quoi. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'on peut se dire pourquoi pas traiter ça en dehors et puis pourquoi attendre 2 semaines, 3 semaines pour aller traiter tout ça, mais ça démontre bien qu'effectivement il y a des lieux sécurisés et des lieux qui le sont moins. D'accord. Et la rétrospective généralement est un lieu sécurisé. Voilà, parce qu'on crée vraiment quelque chose où chacun a le droit de s'exprimer et puis on va aller sur les sujets et on va essayer de traiter les sujets. Et du coup, on n'est pas du tout sur les personnes et ça sécurise beaucoup les gens. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de très fort, la rétrospective. Donc effectivement, dans les environnements, encore une fois, où il y a des problèmes de sécurité, je serais tenté de dire que soyez très vigilants à essayer de la mener euh, pas que sur de la forme, quoi. C'est-à-dire vraiment utiliser les bons outils et soyez très vigilants au temps de parole, à la capacité d'expression, au fait que ce soit écouté, entendu et utilisé. D'accord. Et je pense que c'est d'autant plus fort quand vous êtes dans des problématiques de sécurité psychologique. D'accord. Si vous êtes avec des gens qui sont plutôt dans un niveau spiral dynamique, qui sont verts, euh, ça va être naturel pour eux en fait d'être à l'écoute et vouloir soutenir les autres dans leurs difficultés, etc. Avant, c'est plus compliqué. D'accord. Donc voilà, créer vraiment cet espace. Euh, Moi j'aime bien aussi, alors, dans d'autres endroits on parle de réunion d'hygiène en fait. D'accord. Et je trouvais ça, ce mot intéressant parce que euh, on n'est pas là dans un but de produire quelque chose, on est là pour faire de l'hygiène d'équipe. D'accord. C'est-à-dire traiter les problèmes euh, qui sont liés au bien-être, à l'émotion, etc. etc. Voilà, plus là-dedans. En tout cas, avoir un espace d'expression qui puisse permettre de vider son sac quelque part. D'accord. Donc le but, c'est pas non plus de faire comment dire, un cercle de lettres anonymes au travail. C'est pas tout à fait ça la question, mais encore que, pourquoi pas, si c'est nécessaire, et ça vivra ce que ça vivra. Mais si vous vous rendez compte qu'effectivement, entre chaque rétrospective, les gens attendent, pourquoi pas aussi de manière régulière. Alors, ça peut être informel ou formel. Si vous êtes dans un environnement en spirale dynamique bleue, où on respecte la forme et les règles, d'accord, ça vaut le coup peut-être de faire un truc formel, de se dire, voilà, je sais pas, le jeudi de 13 à 14 heures, on fait une réunion d'équipe et le but c'est de venir
apporter les difficultés que chacun rencontre. D'accord? Ou les mal-être, ou peu importe. Donc ça peut être intéressant de rajouter une cérémonie qui soit là pour traiter du bien-être de l'équipe et qu'elle puisse en fait s'appuyer dessus pour régulièrement, j'allais utiliser le terme régurgiter, mais vous voyez, de pouvoir vider en fait quelque chose pour se sentir mieux, pour continuer en fait quelque part, d'accord? Et trouver éventuellement du soutien, de l'aide, et parfois tout simplement de l'écoute, hein. Le fait d'avoir vidé, ça permet aussi de se sentir mieux et de pouvoir avancer. Donc c'est une proposition, et voilà. Ça peut être intéressant aussi de... Alors, ça on peut le faire de différentes manières, euh, mais d'apporter l'histoire personnelle de chacun. Alors c'est pareil, j'ai remarqué que dans les environnements bleus, le personnel est rarement mis autour de la table. euh, Parce que voilà, il faut séparer la vie perso, la vie pro, les émotions c'est pas bien au bureau, tout ça, tout ça. Ça peut être intéressant d'injecter des moments de convivialité, d'accord, sur des temps de travail, d'accord, comme ça c'est formalisé et du coup ça sera respecté. Ça peut être entre midi et 2, hein, ça peut être à 16 heures, ça peut être, etc. Euh, Avec des moments de détente où les gens peuvent voilà, parler de ce qu'ils vont faire le week-end, etc., etc. Parce que naturellement, dans ces environnements de non-sécurité, on ne va pas forcément parler de soi par peur que ce soit utilisé par d'autres, par peur d'ennuyer les autres, par non-permission de parler, etc., etc. Ça peut être entendu comme étant bizarre, mais l'expérience fait que, effectivement, toutes ces choses-là ne sont pas toujours partagées. Euh, donc, moment de convivialité. Après, ça peut être aussi des icebreakers, hein. Moi, je sais qu'en rétro, par exemple, sur des trucs complètement anodins, hein, vous faites un icebreaker qui dure 10 minutes et chacun note, je sais pas, son plat préféré, sa musique préférée, son film préféré, peu importe, mais en tout cas qui parle de lui en fait, enfin de la personne. Euh, et du coup, ça crée aussi des choses, des connivences, euh, des choses auxquelles on ne s'attendait pas toujours, ouais, parce qu'on a une image de la personne qui peut être très froide et très rigoureuse dans son travail, parce que nous on est dans un environnement très carré, et pour autant qui va regarder une série comique très conne, et qui fait partie voilà, de ce que les gens regardent, et ça va créer quelque chose de dire ouais, finalement cette personne elle a aussi une vie quoi, elle n'est pas, elle est pas juste une machine de guerre au travail quoi. Donc ça aussi ça aide à briser un petit peu le froid et permet de remettre de l'humain en fait, de se dire finalement la personne en face de moi c'est un humain, hein, encore une fois c'est pas juste une machine de guerre. Et ça c'est très propice en fait à désacraliser parfois les relations, euh, qu'elles soient hiérarchiques ou pas, hein. Des fois on a des gens qui sont tellement forts dans leur domaine de compétences que on les met à un niveau très haut, on n'ose pas leur parler, etc., etc. Et puis eux-mêmes, parfois, ils sont dans des manières de faire qui font qu'elles se séparent un peu du groupe, quoi. Donc de réhumaniser les gens, ça permet aussi de réduire la distance entre les gens. Voilà, et donc ça apporte de la sécurité psychologique. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Euh, la sécurité psychologique, elle va être importante aussi hein, sur les aspects je vais oser déterrer des problèmes et du coup on va pouvoir traiter des sujets de fond. Euh, Ça va générer aussi une capacité d'apprentissage, ça va générer des temps off, des capacités à prendre du recul, euh, une autorisation à s'arrêter quand ça va pas, d'accord, justement pour se dire mais qu'est-ce qui va pas, plutôt que de s'enfoncer dans quelque chose et de rien dire jamais, et puis de souffrir de tout ça. Euh,
voilà, il y a plein de choses que la sécurité psychologique va apporter, et puis même vous, en tant que coach, vous allez voir que sans sécurité psychologique, en fait, vous risquez de faire euh, une transformation de forme, en fait. C'est-à-dire que vous allez apporter des nouvelles manières de faire. Les gens vont se conformer aux règles, mais voilà, vont être dans la lettre et pas dans l'esprit. Et vous n'arriverez pas à obtenir le résultat que vous voulez, quoi. Donc c'est quelque chose qui est important. Alors tout à l'heure, je différenciais manager et équipe. Euh, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a des contextes où effectivement, encore une fois, hein, quand on est dans du bleu mais même du orange, hein, la hiérarchie est quelque chose qui est quand même important, d'accord? Puisque c'est elle qui évalue, c'est elle qui juge, qui vous écarte, vous excommunie éventuellement, etc., etc. Et il y a une forme de peur de la hiérarchie, hein. On reviendra à cette histoire d'expérience des singes, hein, qui se faisaient doucher quand ils essayaient d'approcher l'échelle avec la banane, et qui s'auto-régulaient, c'est-à-dire qu'effectivement ils se frappaient quand il y en a un qui essayait d'approcher la banane. Et en remplaçant tous les singes, en fait, le comportement de régulation restait, alors que personne n'avait vécu en fait la punition. Et, et j'ai remarqué que dans ces environnements bleus, ça existait, c'est-à-dire que il y avait une forme de peur du management, alors que personne n'avait subi euh, quoi que ce soit en fait, ni blâme, ni reproche, ni etc. Euh, et il y a une sorte de tension autour de ça, de se dire bah, j'ai besoin de la validation du manager, je vais pas remuer une oreille plus que l'autre parce que sinon j'ai peur de la claque, etc. Et pour autant, on a parfois des managers qui sont vraiment super, quoi. Qui sont à l'écoute, qui sont bienveillants, etc., etc. Donc c'est assez étrange. Mais ça s'explique, hein. Mais des fois, c'est... Voilà. Euh, En tous les cas, ça vaut le coup de faire un accompagnement managériel autour de ça, euh, et d'essayer de faire sortir la personne d'une approche un peu parentaliste, que ce soit paternaliste ou maternaliste, hein. C'est-à-dire, j'écoute les problèmes et je donne des solutions. Euh, Parce que ça déresponsabilise les gens au final, hein. Donc il y a de ça. Euh, Être à l'écoute, c'est ok, mais réussir à laisser les équipes à aller vers leurs solutions et à les choisir, quitte à les approuver, hein, c'est pas et aider dans la construction de la solution, c'est ok aussi, hein. Mais quelque part, ça va montrer aux personnes qu'ils ont droit d'émettre des idées et qu'elles sont approuvées. D'accord? Donc ça contribue aussi à la sécurité psychologique. D'accord? D'avoir ce support managérial qu'il faut accompagner, hein, et leur expliquer, encore une fois, de manière très explicite. Je pense que là, pour le coup, voilà, il faut être très explicite, dire voilà, aujourd'hui, je remarque il y a un sujet de hiérarchie, etc. Tu essaies de faire de ton mieux, mais pour autant, voilà, les équipes, aujourd'hui, elles attendent beaucoup de toi et quelque part, elles sont pas du tout dans l'innovation, pas du tout dans la responsabilisation ou voilà, dans la prise de responsabilité. Et, et comme je dis souvent, en fait, la sécurité, elle ne vient pas des mots. D'accord? Vous pouvez toujours dire je te fais confiance, tu fais tout ce que tu veux, moi je serai toujours là pour te soutenir. Blablabla, blablabla. Ok? Euh, les gens ont besoin de faits. D'accord? Il faut qu'ils expérimentent que c'est vrai. C'est-à-dire que quand hein, il y a un moment où c'est un peu difficile, et bien le manager a la bonne posture, c'est-à-dire qu'il n'est pas effectivement dans le reproche ou, voilà, ou la punition. D'accord? Et il n'y a qu'à ce moment-là que les gens peuvent basculer. Donc il faut créer suffisamment de situations régulières pour que les gens puissent voir que la sécurité est vraiment là. D'accord? Et donc d'essayer d'autonomiser les gens,
C'est-à-dire que quand ils viennent avec un problème, d'accord, donc il y a une source d'anxiété ou de conflit, et voilà, vous leur redonnez la responsabilité. C'est-à-dire que vous n'apportez pas de solution, mais vous écoutez leur solution et vous dites bah, c'est ok, tu peux le mettre en place et je te soutiens. Là, vous êtes dans l'apport de la sécurité psychologique. D'accord. Donc même dans les groupes, de la même manière, quand vous avez une équipe à gérer, c'est quelque chose qu'il faut essayer euh, vers laquelle il faut tendre. Arrêter d'être paternaliste, d'accord, mais apporter, voilà, c'est la notion de servant leadership, hein, c'est d'accord, d'apporter le soutien à l'équipe dont il a besoin. Et le soutien, c'est l'approbation et notamment dans la durée, ne pas revenir sur ce qu'on a dit ou voilà, pointer du doigt en disant bah, c'était nul ce que tu as dit et je me suis trompé quoi. Ok, donc il y a tout un tas de choses autour de l'accompagnement du manager qui est très intéressante aussi à faire dans des contextes d'insécurité. Euh, c'est pas toujours bien entendu, mais en tous les cas, vous pouvez essayer d'expliciter ça et leur dire bah, on essaye, puis on verra bien. Et puis quand je te vois apporter des solutions, bah, je te le dis. Et dis mais finalement, est-ce que tu voudrais pas plutôt écouter ce qu'ils ont à proposer? D'accord. Euh, Ok. J'ai fait le tour un petit peu de la chose. En tout cas, vous avez des choses plutôt pratiques pour vous aider à mettre en œuvre des choses. Essayez, testez encore une fois. Il n'y a pas de recette miracle, mais en tous les cas, ça se passe dans le temps. D'accord. Donc, et c'est encore une fois pas une question de parole, c'est vraiment une question d'acte. La sécurité, c'est vraiment un sujet d'acte. Il faut réapprendre à être dans quelque chose de sécurisant. D'accord. Donc, essayez de voir quels sont les endroits où vous vous sentez à l'aise, parce qu'il faut que vous vous sentiez à l'aise aussi. Voyez la part d'insécurité que vous portez en vous et à quoi elle est liée. D'accord. Et peut-être que vous avez des choses, vous aussi, à faire en termes de sécurité, c'est-à-dire votre propre management, votre place dans l'équipe. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses hein, qui génèrent de l'insécurité pour vous. Et peut-être que la première étape, c'est de gérer ça, en fait. D'accord. Pour que vous soyez dans une zone de confort. Vous aurez du mal à apporter de la sécurité si vous-même vous êtes dans l'angoisse, quoi. Il faut... parlons d'exemplarisme. D'accord. C'est vraiment important. Et de toute manière, l'équipe va sentir qu'il n'y a pas de congruence entre ce que vous apportez et ce que vous êtes. Donc voilà, il faut être vigilant à ça. Merci pour votre écoute. Merci aussi pour votre soutien, parce que je reçois régulièrement des messages pour me dire que on attend une prochaine vidéo, etc. Et ça me touche beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je continue aussi. Et voilà. Merci beaucoup.